sont nombreux dans mon pays. Les laïcs qui sont nombreux, qui sont plus ou moins organisés et qui ont de solides arguments. Lorsqu'ils veulent fourbir leurs arguments contre les intégristes, à qui ils sortent? Ils sortent à l'État marocain. Lorsque moi j'ai fait des actions pour la laïcité au Maroc, j'ai eu droit à des fourgons de police en bas de chez moi et non pas à des manifestations de barbus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on conteste l'islamisme politique, en réalité on conteste ce qui fait le socle même de la légitimité de l'État marocain. Le roi du Maroc, qui est commandeur des croyants et qui donc possède l'ensemble des pouvoirs en vertu de son statut de commandeur des croyants, il n'est absolument pas dans son intérêt que l'on aille vers une sécularisation de la société. Et il ne peut y avoir d'égalité homme-femme sans sécularisation. Tant que l'on est soumis au joug de la religion, on ne peut pas aller vers une égalité. Il faut qu'on soit logique, parce qu'on ne peut pas faire aux islamistes le reproche d'être anti-égalité. Les islamistes sont très cohérents. Enfin, pour eux, la femme veut rester. On ne peut pas non plus s'attendre à ce que les islamistes demain soient pour le mariage homosexuel ou pour les mecs célibataires. Il faut, je veux dire, passer par des voies qui sont civiles, par une construction de la citoyenneté qui passera par une sécularisation des institutions. Et au Maroc, la monarchie est le véritable verrou à la sécularisation des institutions. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un État où auparavant on avait un régime totalitaire. Aujourd'hui, on a un régime totalitaire plus un gouvernement islamiste, ce qui n'est absolument pas comparable parce qu'en vérité, les réformes, ce processus de réforme de façade qu'il y a eu au Maroc, je veux dire, c'est du bluff. Ce n'est absolument pas quelque chose qui a débouché sur un réel changement, sur un changement tangible dans la société. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de blocage total qui est due à la nature même du pouvoir marocain. C'est inscrit dans la Constitution. Il y a une égalité homme-femme dans le cadre des constantes. Donc, de quelle égalité on parle? De quelle égalité est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce que des mouvements comme le mouvement Mali, qui milite pour l'abrogation des lois liberticides dans le code pénal marocain, pourquoi sont-elles interdites? Pourquoi à chaque fois que l'on fait une manifestation, on est arrêté par la police marocaine, molesté et traité de prostituée au passage? Parce que nous sommes des femmes, que nous gênons et que cette voix-là, on ne veut pas l'entendre. Je dirais aussi pour conclure, parce que j'aimerais me tourner aussi un peu vers l'avenir et dire que dans tout ça, il y a une lueur d'espoir. La lueur d'espoir que nous avons au Maroc, c'est que ce que je constate de mon parcours de militante, c'est que nous avons un féminisme nouveau qui est en train d'émerger. Un féminisme nouveau, un peu à l'instar de ce qui se passe dans le printemps arabe, un féminisme nouveau qui va doubler le féminisme que nous avons actuellement sur le terrain, qui est un féminisme d'État. Et ça, en tout cas, c'est le constat au Maroc. Nous avons des féministes d'État qui courent les séminaires, qui sont très très contentes, qui sont là pour louer les avancées de la Moudawana, qui préfèrent parler des avancées plutôt que de parler de ce qui ne va pas, et qui sont reçus par le palais avec le baisement et toutes les situations humiliantes que subissent les citoyens marocains et les femmes en particulier dans ce pays. Aujourd'hui, il y a un féminisme nouveau qui va émerger, un féminisme populaire, un féminisme qui existe sur les réseaux sociaux, des jeunes femmes qui sont déterminées, qui ne peuvent plus accepter cet état d'infériorité, qui ne peuvent plus accepter d'être des sous-hommes, parce que c'est ce que nous sommes. Ça choque, mais c'est ce que nous sommes aux yeux des lois de nos pays. Nous sommes des sous-hommes, des semi-créatures, des semi-citoyennes, qui n'ont pas la même importance que les hommes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui émergent, une nouvelle génération de femmes qui va s'organiser et qui, je pense, sera beaucoup moins complaisante avec les pouvoirs en place dans l'avenir. Et pour conclure, eh bien, j'aimerais juste honorer la mémoire de deux femmes, et je pense que c'est beaucoup plus éloquent que tous ceux qui diraient que non, quand même, le Maroc c'est super, ça va, on en a un peu marre de ce discours à les dire. J'aimerais honorer la mémoire de deux femmes, évidemment Amina Filali, victime de son statut de femme au Maroc, qu'on a mariée à son violeur, et Fedwa Al-Aroui aussi, qui s'est immolée par le feu le 21 février 2011, qui est décédée le 23 février 2011, qui était victime de son statut de mère célibataire. Elle a 25 ans, elle est originaire de Souk Sebt, une
baraques, en tôle, enfin bidonvilles, et il y a eu un programme de relogement des bidonvillois. Les autorités locales lui ont refusé l'accès à ce programme sous prétexte qu'en tant que mère célibataire, elle ne peut pas avoir le statut de chef de famille. En plus, elle a été traitée de prostituée par le représentant des autorités locales de la ville. Elle s'est immolée par le feu publiquement. Et voilà, donc où est le roi de la Moudawana, où sont toutes ces associations féministes en tailleur, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. La situation au Maroc est dramatique et il faut que nous soyons conscients de ça et que nous arrêtions de louer les prouesses de Sa Majesté qui en réalité ne pense qu'à s'enrichir. Voilà. Merci Madame Razouy, vous nous avez fait part avec beaucoup de brio et beaucoup d'esprit des enjeux actuels du Maroc, même si ce n'était pas tout particulièrement sur les femmes. Je pense que vous avez dressé un panorama assez global. Alors, on le sait, les femmes au Maroc sont extrêmement mobilisées et vigilantes sur leur lutte, sur leurs droits plutôt, et leur lutte, comme vous l'avez justement rappelé, date de 1957, juste après l'indépendance et l'arrivée de la Moudawana. Et cette lutte n'est pas encore terminée, comme l'illustre le premier anniversaire du 20 février au Maroc, où les femmes ont manifesté devant le Parlement en réclamant leurs droits, en demandant ainsi au gouvernement Belkirane de mettre en œuvre les dispositions de la Constitution et plus particulièrement la mise sur pied de l'instance de la parité et de la lutte contre les discriminations qui figurent dans la nouvelle Constitution. Nouvelle Constitution qui, comme je le soulignais tout à l'heure, ne peut être qu'un outil complètement vide s'il n'est pas suivi d'application légale. Les femmes ont aussi rappelé, à juste titre, que dans toutes les situations de crise ou de conflit, ce sont les femmes que l'on retrouve au premier rang. Et là, je pense que vous toutes et vous tous qui travaillez au quotidien avec des femmes dans des situations de suivi individuel, vous vous en rendez compte, en ce compris dans notre pays. Nous allons à présent nous tourner vers l'Algérie. Et si l'on adopte la grille d'analyse chiffrée, on ne peut que constater que la femme algérienne s'affirme au sein de la société, en tant que ministre, en tant que députée, wali, maire, candidate aux élections présidentielles, généralement armée, et elle est présente dans tous les secteurs. Cependant, le retour en force du discours religieux et les concessions qui lui ont été accordées va voir apparaître la dégradation de leur situation. Ainsi, le 8 juin 1984, l'Assemblée nationale, qui était constituée essentiellement d'hommes issus exclusivement du parti UNIFIL au pouvoir depuis l'indépendance, adoptait à l'unanimité et à huis clos la loi portant le code du statut personnel, communément appelé le code de la famille. Les prescrits du texte sont humiliants à un tel point pour les femmes qu'elles se mobiliseront contre cet instrument et qu'elles le rebaptiseront le code de la famille. Elles y sont réduites à un rôle de reproductrice et à un rôle d'éducatrice et passent tout au long de leur vie sans discontinuer entre les mains de tuteurs masculins, le père, le mari ou à défaut le frère ou l'oncle. Ce texte est resté en vigueur intégralement jusqu'en 2005 et je suis tout particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui Madame Farouja Moussaoui en tant que femme algérienne, parce que la situation des femmes en Algérie est celle qui nous parvient le moins, du moins en Belgique, où nous entretenons des liens forts avec les femmes marocaines, avec les femmes tunisiennes, qui ont abouti à un véritable réseau. Les femmes, le tableau que nous observons de l'Algérie concernant le statut des femmes est diversement apprécié, et c'est pour cette raison, Madame Moussaoui, que je vous laisse bien volontiers la parole pour vous dresser un portrait plus proche des réalités et des besoins des femmes en tant que femmes algériennes. Je vous laisse la parole. Merci, Fatiha. Merci, honorable assistante, d'être venue nous écouter. Je vais juste replacer un peu par rapport au contexte. Donc, moi, je suis une militante des droits de l'homme en général et particulièrement spécifiquement sur la question des femmes
Donc j'ai commencé, enfin, depuis tout mon début à l'université sur ces questions, en étant dans une association dont je commencerai à rendre hommage pour la défaite de la présidente qui a été assassinée en 1995 par les terroristes, donc Nabila Djinni, la première association qui s'appelait Servet Boutos. Mais j'ai fait mon parcours beaucoup plus sur la revendication identitaire à Mazir, ayant subi le déni identitaire, donc j'ai fait plusieurs parcours dans ce sens. Étant femme, donc, je suis interpellée sur la situation des femmes dans mon pays. Donc historiquement, donc, les femmes algériennes, nos aînés ont participé à la guerre, ont pris les armes, ont été aussi bien logisticiennes que soldats et tout. Ben, en 62, à l'indépendance, qu'est-ce qu'on leur demandait? C'est de rentrer à la maison, rentrer au fourneau, et les choses sérieuses, c'est pour les hommes. Donc la majorité donc, était dans ce sens. Et sur le plan législatif, donc là c'était les lois de l'indigénat et des lois héritées de l'époque coloniale qui sont restées jusqu'à 75. Et de 75 jusqu'à 84, c'est un vide juridique, il n'y a pas de statut spécifique pour les femmes, malgré donc qu'en 76 ils ont travaillé sur la charte nationale et une constitution algérienne du nouveau État algérien. Donc en 84, malheureusement, les femmes algériennes assistent stupéfaites à l'adoption par le gouvernement d'une loi qui consacrait le statut, ce qu'on appelle nous le statut de mineur, en totale contradiction avec l'article 29 de la Constitution algérienne qui stipulait l'égalité des sexes. Donc toutes ces militantes-là et toutes ces femmes qui ont fait barrage au projet de loi donc, de 73, au projet de loi de 81, donc de 73 et en 84, ça y est, le projet de loi tombe et il a été voté par le parti unique de l'époque, donc c'est le FLN. Et malheureusement, donc encore une fois pour cette année, c'est le FLN qui revient en force au pouvoir dans les récentes législatives. Donc, par l'adoption de ces textes, donc le pouvoir algérien, enfin le pouvoir de l'époque, a levé le voile sur les supposés veillées d'égalité qu'il avait mis dans la Constitution. Donc, pendant de 84, donc je dirais jusqu'à 2007, donc pendant 31 ans de lutte contre le code de la famille, les associations se sont mobilisées et malheureusement, encore une fois, donc il y a ce texte-là, donc elles sont mobilisées contre le texte de loi pour l'abrogation de ce texte, mais il y a eu une division des féministes algériennes entre celles qui voulaient proposer des petits amendements et celles qui voulaient proposer l'abrogation carrément de cette loi qui consacre l'égalité entre hommes et femmes dans la société. Donc, à l'arrivée, donc en 1988, avec la supposée ouverture démocratique dans le suite aux événements d'octobre 88, donc une pseudo-ouverture démocratique qui a permis notamment la création d'associations. Donc plusieurs associations de femmes ont été créées dans cette association que j'avais rejoint à l'université en 1994. C'est l'association Terranet en Kabyle qui veut dire le cri de la femme. Pendant donc de 88 avec l'arrêt du processus électoral en 92, donc l'Algérie qui sombre dans le terrorisme, qui étaient les ambassadrices de l'Algérie, ce sont encore une fois les femmes. Donc pendant les années de terrorisme, les années 90, malgré toutes les circonstances difficiles, malgré les assassinats, malgré tout ce qui se passait, les femmes n'ont cessé de se battre pour établir leur peine pour la quête d'égalité, de citoyenneté, et sont mobilisées aussi, surtout, pour être les porte-voix de toutes ces femmes qui se faisaient violer par les terroristes, de tous ces intellectuels qui se faisaient tuer, et pendant à ce moment-là, donc, le pouvoir en